Donc on rentre dans le concret autour de ces forecasts, autour de ce prévisionnel. Et alors, ce qui est formidable, et je vous en remercie d'ailleurs, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans le concret avec une industrie qui vit sans doute l'une des périodes les plus incroyables de sa assez jeune histoire quand même, hein, l'industrie automobile. L'industrie automobile, entre les clients qui savent plus ce qu'ils veulent et qui savent plus ce qu'il faut acheter, les usines qui savent plus ce qu'elles vont recevoir comme composants, dans quel état aujourd'hui est la supply, et le pricing qui sait plus, vu ce qui se passe notamment avec les matières premières, à quel prix on peut aujourd'hui vendre une voiture et à quel prix les clients sont prêts à l'acheter. Avouez qu'il n'y avait sans doute pas de meilleure situation pour parler de prévisionnel. Et donc, Sandra Otamfou, bonjour Sandra. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Cécile Lerouzic, bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes toutes les deux donc, au cœur de la stratégie digitale finance du groupe Renault. Alors Sandra, vous êtes directrice stratégie transformation digitale finance. Et Cécile, j'ai essayé de traduire Implementation Lead, mais on a dit qu'on n'allait pas le faire. Implémentatrice, c'était pas joli, voilà, de cette stratégie digitale finance. Et pour nous accompagner, Vincent Salmon. Salut Vincent. Bonjour. Donc, vice-président opération manager France pour Tagetik. Juste d'un mot, Vincent, Tagetik est dans le prévisionnel, enfin c'est l'essence de ce que veut faire Tagetik. Effectivement, Tagetik, c'est une solution pour le pilotage de la performance financière, opérationnelle. Et on est au cœur des problématiques de Tagetik en parlant du pilotage de la performance et du prévisionnel. C'est ton moment là. Hein. Ah oui, très heureux d'être là. C'est l'acmé, c'est le prime, comme ils disent, comme disent les sportifs. Sandra, tout ce que je viens de décrire là, est-ce que vous avez des outils, est-ce que les outils vous aident à réconcilier ce que vous aviez prévu et ce qui sort des concessions en réel? Alors, est-ce qu'on a des outils? Pas beaucoup. Parce que nous, chez Renault, on a commencé la transformation digitale de la finance il y a 4 ans à peu près, avec une majorité de fichiers Excel, donc pas trop d'outils. Donc on a commencé à en déployer, mais la tâche est très très vaste. Mais donc on le fait et on essaye de le faire, on va dire. Et alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut apporter des outils ? Je pense que ce que cherchent les opérationnels financiers, c'est d'anticiper au maximum et d'avoir un prévisionnel au maximum le plus près du réel, ce qui est une chose pas facile à faire. Donc ils ont besoin déjà d'avoir les données pour le faire. Ils passent beaucoup de temps à essayer de trouver les données. Donc une fois qu'on a ces données, ce qui eux les intéresse, c'est de pouvoir faire de la simulation, pouvoir anticiper. Et donc nous, on cherche à déployer des outils, et Tagetik est un des moyens de le faire, pour leur permettre de recevoir leurs données, de les analyser, et de faire de la simulation pour présenter finalement in fine au BOM, au CEO Office, un prévisionnel le plus proche possible de ce qui va vraiment se passer. Mais ce qui est formidable, et on va y revenir dans la période que vous êtes en train de vivre, c'est que l'opérationnel, le directeur d'usine, j'en sais rien, même la machine qui vous envoie la donnée, elle a besoin aussi sans doute, alors pas la machine, sans doute le directeur d'usine, d'une restitution rapide pour savoir où il en est sur son PNL, où il en est sur sa marge. Alors, il a besoin de deux choses. Il a besoin de rapidité, ça c'est clair, et il a besoin aussi de souplesse, parce qu'en fait, ce qu'il va demander un jour, ce ne sera pas du tout ce qu'il va demander le jour d'après. Exactement. Voilà. Donc c'est en ça que les outils peuvent beaucoup nous aider, parce qu'effectivement, avec ce qu'on utilisait jusqu'alors, c'était extrêmement rigide, et on passait beaucoup de temps à recompiler les données pour présenter ce que pouvait demander par exemple le directeur d'usine. Donc on a besoin de beaucoup de souplesse et d'agilité et de rapidité. Oui. Cécile, comment est-ce que vous vivez la période ? Plus au contact, je crois, de la finance, des analystes financiers, Cécile ? Alors pas forcément plus au contact, mais j'ai un passé plus finance que Mais on en Sandra. reparlera justement, ouais. Parce que moi j'ai été contrôleur de gestion opérationnelle, donc en fabrication R&D, donc ce dont Sandra vient de parler, je l'ai vécu au quotidien dans le fait de chercher ces données un peu partout. Et puis, là, ça s'accélère. Et là, ça s'accélère très, très fort. Et donc, il faut être au taquet, je dirais. Ouais. Et avoir la capacité à mettre toutes les données dont on a besoin à un endroit et puis pouvoir sortir dans le sens que l'on veut pour répondre à la problématique du moment. Et qui vont dans les deux sens, comme on le disait avec Sandra, c'est-à-dire les demandes qui viennent autant du terrain. Oui. J'ai besoin de savoir très très vite où j'en suis que de la direction générale. Voilà, de la direction générale, voire de l'extérieur, parce qu'il faut être pertinent dans ce qu'on dit dans les communications financières, puisqu'elles sont suivies en extérieur.
On doit être cohérent, transparent, le plus transparent possible, pour donner une bonne image de l'entreprise. Alors on va y venir sur qu'on maîtrise et qu'on sait où on va, quoi. Ouais, on va y venir sur la crédibilité, mais d'abord, Vincent, sur cette période d'accélération, ce que tu entends là, ce que nous décrivait Sandra Cécile, sans doute jamais aucune industrie ne l'a vécu à ce niveau-là. Alors je pense que c'est un exemple on concatène dans l'industrie automobile tout ce qui peut se passer dans plein d'autres industries. Il y a un mot qui a été utilisé plusieurs fois, c'est la donnée. Ouais. Donc le prévisionnel, pour faire du bon prévisionnel, c'est déjà de bien connaître le réel, de connaître là où on en est. Et pour connaître là où on en est, eh bien, en fait, on a aujourd'hui un accroissement des données qui est assez incroyable, de plus en plus de données, des données financières, des données non financières, des données internes, des données externes. Et en fait, pour justement ce que tu évoquais, le patron d'usine qui veut savoir exactement où il en est, eh bien, il veut savoir où il en est d'un point de vue financier, mais il veut aussi savoir où il en est d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal. Donc on a un vrai melting pot de data qui fait qu'on change complètement un peu le travail du contrôleur de gestion et même du manager qui doit traiter de la donnée, compiler de la donnée, ajouter de la donnée. Et ça, c'est un des points essentiels dans la transformation digitale, la donnée, sa multiplication, sa diversité et l'agilité qu'il faut avoir pour pouvoir ajouter des nouvelles données dans l'équation qui permet de faire des bonnes prévisions. Et alors, sa pertinence, enfin, j'ai presque envie de dire son acuité. Je reviens vers toi, Cécile. Tu as besoin, donc, je dis différents interlocuteurs, on l'a dit, direction générale, métier, usine, analyse financier. Tu as besoin, toi, d'être absolument sûr en permanence du message que tu envoies. C'est un des grands défis qu'on a, c'est que la donnée soit propre. Qu'elle soit, parce qu'on va chercher dans tellement de systèmes différents qu'on essaye en fait de rassembler toute cette donnée à un seul endroit après l'avoir, on va dire, un peu nettoyée et garder que ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et ça aussi, c'est compliqué, puis ça va être un enjeu, je pense, dans les mois et les années à venir, parce qu'on peut ramasser énormément de données, mais après, il faut avoir la donnée pertinente. Ouais. Et pas n'importe quelle donnée, puisqu'on peut aussi se noyer sous la donnée. Mais oui. Donc, ce qu'on attend des outils aussi, c'est de pouvoir trouver la bonne donnée au bon moment. Et puis, comme on le disait, Sandra, l'industrie 4.0, c'est les machines aujourd'hui qui envoient un flot de données. Elle, au moins, on est sûr d'un truc avec les machines, c'est que la donnée qu'elle envoie, elle est pertinente. Elle n'a pas été polluée parce que le gars était fatigué, il s'est gouré de casse, parce que des choses comme ça quand même. Ouais, mais même si elle est pertinente, quand on la reçoit, vu qu'on va la faire mapper ou discuter avec d'autres données, il faut que ce soit la bonne maille, une maille cohérente. Ouais. Donc c'est vraiment pas si simple. Et alors, même chose, attentes différentes de chacun des interlocuteurs dont je parlais tout à l'heure. Oui, il y a des attentes différentes, mais on travaille quand même tous dans le même objectif. Quand même, côté finance, je trouve qu'on a tous quand même clairement le même objectif. Donc même s'il y a des attentes différentes, généralement la différence, ça va être plutôt la granularité. Mais in fine, on travaille quand même tous dans le même objectif. Vincent, t'insistes beaucoup sur l'idée qu'effectivement, ce prévisionnel et ce forecast, il doit être crédible. Tout à fait. En fait, la crédibilité du forecast, c'est de s'appuyer sur une donnée source, donc la donnée de production, la donnée opérationnelle, qui soit le moins retravaillée possible. Donc en fait, les opérationnels font des prévisions pour leur métier du quotidien, des prévisions à la journée, des prévisions à la semaine, des prévisions qui sont sur des collections, des gammes, qui ne sont pas forcément calées sur un calendrier fiscal. Et le contrôleur de gestion, la finance, doit, entre guillemets, s'appuyer sur ces données pour lui les transformer sur une maille qui est la maille de communication du contrôleur de gestion, qui est le mois, qui est l'année fiscale, qui permet de communiquer aux différentes parties prenantes, internes et externes. Et donc c'est un vrai travail, il y a la difficulté de passer de... Il joue sa crédibilité là-dessus et la crédibilité de l'entreprise en fait. Eh bien oui, parce que s'il n'est pas capable de justifier d'où vient sa donnée financière qu'il a concaténée au niveau central, s'il n'est pas capable d'expliquer d'où elle vient, comment elle a été construite, eh bien c'est sa crédibilité interne et externe qui est mise en jeu. Donc c'est un vrai enjeu de pouvoir passer de données extrêmement fines, opérationnelles, qui n'ont au final très peu d'utilité pour la stratégie, mais qui sont, il y a une vraie piste d'audit. Mais est-ce que ça peut freiner justement son appétit à faire du prévisionnel? Je ne pense pas. J'ai pas le droit de me gourer, quoi. Alors, il doit faire du prévisionnel. De toute façon, toutes les parties prenantes poussent le contrôleur de gestion à faire du prévisionnel. C'est son métier, si j'ose dire. Et il doit, au contraire, trouver les passerelles, les canaux qui permettent de passer de cette information très opérationnelle
à une information financière, de management. Et en fait, ce qu'on va demander à cette information, ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la direction générale, au niveau de la direction d'une BU et au niveau des opérations. Et là, le contrôleur de gestion, c'est un vrai chef d'orchestre sur cette donnée. Il a l'habitude de le faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'accélère là. Ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. Et donc il a besoin d'outils radicalement nouveaux pour suivre le rythme. Exactement. Sandra, Cécile, est-ce qu'on va vers la suppression de l'exercice budgétaire? Ah non, pas du tout. C'est vrai. On est quand même obligé de piloter un atterrissage. On est obligé de savoir quand même ce vers quoi on va tendre. Et c'est d'autant moins vrai, à mon avis, aujourd'hui, que on est dans une époque où ça bouge beaucoup. Il y a des événements qu'on n'attendait pas du tout, comme la crise des semi-conducteurs. On arrêter avec un budget que tu vas mettre 6 mois à faire et qui va être caduc à la seconde où il sort. Par contre, non, l'exercice budgétaire, on va le garder. Par contre, il faut le faire évoluer. Ça, c'est sûr. Donc, il faut lui mettre plus d'agilité pour qu'il puisse s'adapter beaucoup plus facilement aux événements extérieurs inattendus. Et il y en a beaucoup en ce moment, ces 2 dernières années. Donc l'idée, c'est de revoir le process, l'exercice budgétaire, mais de façon à ce qu'il soit plus agile. Donc passer de ce qu'on a connu jusqu'alors à peut-être 2-3 exercices budgétaires par an à un exercice budgétaire que nous on appelle le rolling, donc en perpétuel mouvement finalement. Et ça, c'est là aussi où les outils digitaux vont pouvoir beaucoup nous aider. Et on sort de l'année aussi fiscale classique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle nos rolling forecast, on veut les faire sur 18 mois, 2 ans. On fait même des plans, parce que nous, on a des temps de développement produits qui sont sur plusieurs années, une voiture. Donc voilà, on fait des sortes de rolling plans, en fait. Et à 4-5 ans, on essaye d'avoir une prévision. Alors, elle est beaucoup plus agrégée, elle est plus vue d'avion. Malgré tout, elle est utile d'un point de vue stratégique pour prendre des grandes orientations. C'est le grand combat de Tagetik, Vincent, que de pousser les directions financières à rentrer dans cette logique. En fait, effectivement, ce qui est évoqué sur le rolling forecast, c'est une tendance forte. On voit de plus en plus d'organisations qui mettent en place ce type d'outils pour piloter une organisation de manière mensuelle. Les gars de Deloitte avec qui on a fait l'introduction tout à l'heure n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils disent ceux qui font ça, en fait, ils continuent à faire un vrai budget derrière. Alors, voilà, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ils doivent mettre en place ce genre d'outils pour mieux piloter une organisation au-delà de l'année fiscale. Mais en même temps, le budget reste un exercice qui permet finalement, à l'instar d'un business plan, on va faire un business plan sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, qui permet de voir si la stratégie de l'organisation est la bonne et de voir si elle cadre avec les enjeux des actionnaires, de toutes les parties prenantes. Et le budget, finalement, avec l'accélération des choses, en fait, sur une année, il peut se passer beaucoup plus de choses qu'avant. On le voit avec le Covid qui oblige les uns et les autres à être réactifs. Donc l'exercice du budget, c'est quand même un exercice qui permet de cadrer les choses, de s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on est cohérent par rapport à tous les objectifs financiers et opérationnels. Et néanmoins, on va devoir alléger ce budget pour le faire de manière beaucoup plus rapide et surtout, séparer la fixation des objectifs au manager et la réalisation du budget qui est plus un exercice de business plan. Ça, c'est très important. Un mot, Sandra, parce qu'on est quasiment au bout. Vas-y. Oui, on parle beaucoup d'outils, mais en fait, là, ce que ça montre, c'est que les outils digitaux ne se suffisent pas à eux-mêmes et il y a toute une partie processus et conduite du changement qui doit accompagner finalement ce changement de démarche, sinon ça ne marchera pas. Mais c'est ça qui est... Alors, c'est une période extraordinaire que vous êtes en train de vivre, non? Oui, tout à fait passionnante. Dans cette industrie-là, avec cette transformation à faire en ce moment. C'est-à-dire c'est une révolution ultra positive pour la fonction finance, non? C'est d'autant plus challenging dans une industrie qui n'est pas finance, dont le produit final est un véhicule et pas un produit financier. C'est encore plus un enjeu pour nous d'y arriver, parce que c'est pas forcément là-dessus qu'on investirait, mais on se rend bien compte que c'est absolument nécessaire. Cécile? Et puis on doit faire face à des nouveaux enjeux, notamment écologiques. Donc on doit aussi intégrer cette problématique-là dans nos... En plus, agréger l'ensemble des données, effectivement, qui vont être les données extra-financières. Tout à fait. On appelle, c'est un mot un peu barbare, la taxonomie chez nous. Tout à fait. Tous les rapports que l'on va devoir émettre sur les émissions de carbone, par exemple. Merci Sandra, merci Cécile, merci Vincent. Vous continuez à nous suivre avec d'autres cas concrets autour du prévisionnel et des forecasts.